Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 11 juin qui a lieu à 9h43 si on est à Paris. La pleine lune est en Sagittaire à 20,38 degrés. Elle est évidemment opposée au Soleil au même degré, mais dans les Gémeaux. Elle est opposée aussi à son maître Jupiter qui vient d'entrer en Cancer et se trouve à 0,19 degré. Encore un nouveau départ cette année, je vous renvoie à la chronique que j'ai postée sur les entrées en 2025. La pleine lune est en sesquille carré à Vénus en domicile en Taureau à 5,9 degrés. Elle est en trigone montant à Mars en Lion à 26,39 degrés, en semi-carré à Pluton rétro en Verseau à 3,30 degrés, en carré au nœud lunaire en Poisson et en Vierge à 23,4 degrés. Et enfin, la pleine lune est en trigone montant à Chiron en Bélier à 26,8 degrés. Quant à Jupiter, qui est maître de cette pleine lune, il est conjoint au Soleil, conjoint à Mercure en Cancer à 4,41 degrés, en sextile à Vénus et à Mars, en carré à Saturne à 1,5 degré dans le Bélier, en semi-sextile à Uranus qui finit sa course en Taureau à 28,41 et Jupiter est en carré à Neptune qui est à 2,1 degrés dans le Bélier. Ce carré entre Jupiter en Cancer et Saturne-Neptune en Bélier est astrologiquement historique depuis au moins 2500 ans, nous allons donc en parler. Mais commençons par cette pleine lune à 20 degrés en Sagittaire, opposée à son maître Jupiter, tout juste entré en Cancer le 9 juin. Un aspect qui amplifie l'intensité émotionnelle et les questions de foi, de religion, de vision et de protection. Le Sagittaire recherche l'expansion, l'aventure, la vérité. Jupiter en Cancer, lui, colore cette expansion d'un besoin de sécurité, d'enracinement affectif et familial. Alors on peut ressentir ici un tiraillement intérieur entre l'appel du large et la chaleur du foyer, entre les grands idéaux et les besoins de protection intime. Concrètement, ça peut se traduire par des tensions entre nos projets de formation, d'études, de voyage et nos responsabilités familiales ou domestiques, entre nos ambitions intellectuelles et nos obligations émotionnelles. Le sesquille carré à Vénus en Taureau ajoute une note de frustration ou de tension subtile dans nos affaires sentimentales et financières. Il peut s'agir d'un sentiment d'insatisfaction, on veut plus de liberté, d'aventure, alors que nos valeurs ou nos relations demandent stabilité, confort, fidélité. Par exemple, une relation amoureuse où l'on aspire à des expériences nouvelles, mais où l'autre privilégie sécurité et routine peut provoquer des disputes. Côté financier, cela peut aussi se traduire par une envie soudaine de dépenser pour se faire plaisir, alors que les finances exigent une certaine prudence. Alors la pleine lune est en trigone à Mars en Lion, ça c'est le moteur positif de cette pleine lune et on va y revenir. Ça insuffle courage, énergie, créativité, charisme. Si les émotions sont intenses, elles trouvent ici un exutoire dynamique. On peut poser des actions claires, défendre ce qui nous tient à cœur, oser affirmer notre singularité. Prendre la parole en public par exemple, défendre un projet artistique, se lancer dans une entreprise qui nous enthousiasme. On a aussi le demi-carré à Pluton rétrograde en Verseau, c'est plus subtil, ça signale des tensions qui sont plus souterraines, des enjeux de pouvoir et des peurs collectives. Il existe ici des remises en question profondes. Ce que je crois être vrai, est-il vraiment à moi ou ai-je été influencé par des conditionnements invisibles ? Il y a un besoin de dépoussiérer ces croyances, de voir où le collectif ou les structures freinent notre évolution personnelle. Il est possible aussi que les gens avec lesquels nous voulons travailler ou pour lesquels nous travaillons aient une autre vision que la nôtre. Dans la vie concrète, ça se traduit par des tensions avec des groupes, des collectifs, des cercles d'amis, où la question du pouvoir et surtout de la manipulation peut émerger. Enfin, cette pleine lune est en carré au nœud lunaire en Poisson Vierge, et ça indique un point karmique assez fort pendant quelques jours. Nous sommes à une croisée des chemins ici et les choix qui sont faits sous cette pleine lune vont résonner au-delà du présent quand même. D'un côté, le Sagittaire nous pousse à chercher un sens supérieur, à nous libérer des détails triviaux. De l'autre, les nœuds rappellent qu'il faut équilibrer inspiration et pragmatisme, foi et discernement. On peut se retrouver face à des dilemmes du type j'ai un projet professionnel visionnaire, inspiré, mais sans collaboratrice, sans associé, sans fonds financiers pour le moment. Cela demande donc à être structuré.
Enfin, le trigone à Chiron en bélier ouvre une porte de guérison. Il s'agit de guérir les blessures liées à l'identité, au courage, à l'affirmation de soi. Cette pleine lune offre une opportunité de dire « je suis capable, même si j'ai été blessé avant, je peux avancer ». Les enseignements à tirer ici concernent l'autonomie émotionnelle, apprendre à ne pas rechercher l'approbation extérieure pour valider ses propres désirs. Cette pleine lune, elle va impacter plusieurs domaines, donc ça va être les relations amoureuses, un ajustement entre besoin de stabilité et besoin d'aventure. Ça va impacter aussi les projets créatifs et les passions, le courage d'agir, de s'exposer, de briller. Ça va impacter nos croyances personnelles, nos formations, nos études, nos voyages. Réexaminons nos vérités et nos horizons. Ça va aussi toucher les questions familiales et émotionnelles, on va le voir, de trouver un équilibre entre expansion et protection. Et puis évidemment la vie collective, nos réseaux, nos groupes, nos amis, reconnaître ici les luttes de pouvoirs invisibles. Cette pleine lune nous demande de réconcilier le grand et le petit, l'extérieur et l'intérieur, l'aventure et la sécurité. Elle pousse à affirmer qui l'on est sans se renier, à revisiter ses croyances avec honnêteté et à agir avec courage même si les blessures passées font peur. Elle nous rappelle que toute expansion commence par une base solide et que parfois, pour aller plus loin, il faut d'abord revenir chez soi, vers soi. Alors pour aborder le fantastique premier carré de Jupiter en Cancer à Saturne-Neptune en Bélier, ouvrons la théogonie d'Hésiode pour découvrir la très riche symbolique de ces énergies. Avant de parler de Zeus, donc de Jupiter, maître de notre pleine lune en Sagittaire, il nous faut commencer par son père, Cronos. Cronos est un titan, il est le benjamin des 12 enfants, disons des personnages majeurs d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Ouranos est un tyran possessif, il déteste ses enfants dont il est jaloux et les empêche de sortir du ventre de Gaïa, c'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés dans les entrailles de la terre et ne voient jamais la lumière. La question de l'enfermement dans un ventre ou dans l'autre dans la mythologie est super importante. Elle teinte et éduque l'énergie qui y grandit, qui s'y développe. Gaïa souffre de cette oppression, c'est une créatrice Gaïa. Elle a besoin que ce qu'elle crée voie le jour, soit présenté au monde. Le crime d'Ouranos aux yeux de Gaïa, c'est pas seulement de l'étouffer, elle, la terre, en maintenant enfermer leurs enfants, mais de violer l'ordre juste en refusant la naissance, la vie, la succession. Gaïa, elle, c'est la mère universelle, elle porte la vie, elle est liée au cycle naturel. Ouranos, en bloquant la naissance, il incarne le pouvoir abusif, l'arrêt du flux vital. Aussi, lorsqu'elle pousse ses enfants à le renverser, ce n'est pas simplement par vengeance personnelle, mais parce qu'elle dénonce en lui un être outrageant, injuste, antinaturel, qui doit être corrigé pour rétablir l'équilibre cosmique. Alors, qui est-ce qui répond à cette requête ? Eh bien, c'est notre jeune Cronos, on vient de le voir, notre Saturne, pour lequel Gaïa forge une grande faucille en métal incassable. Dans l'acte qui va définir cette destinée, Cronos se poste à l'endroit où Ouranos vient chaque nuit s'unir à Gaïa et le châtre violemment avec la faucille. Ouranos se détache immédiatement de Gaïa et le sang qui jaillit de lui donne naissance à plusieurs êtres puissants qui vont beaucoup compter, comme les géants et les érinies, très très importantes, les érinies, ou les bienveillantes d'ailleurs comme on les surnomme parfois, qui viennent punir de façon atroce les crimes de famille. Ou encore, et pas la moindre, Aphrodite, née de l'écume autour du sexe d'Ouranos, que Cronos a jeté dans les vagues de la mer, Vénus naît des flots. Ce moment mythique montre que ce n'est pas l'air ni la terre seule qui donne naissance à l'amour universel, mais bien l'eau, l'élément fluide, réceptif, mouvant. La mère reçoit la violence d'un acte de rupture, la castration, et au lieu de rester enfermée dans la mort ou la stérilité, elle transmute cette énergie en un principe vivant, séduisant, irrésistible. Vénus naît donc d'un croisement paradoxal, l'infini céleste arraché et la mer féconde qui accueille. Alors symboliquement, on peut dire qu'Ouranos représente le potentiel pur, abstrait, non incarné, et la mer, elle, représente la matrice fluide, l'élément qui transforme et qui rend fertile. Sans la mer,
Le sperme d'Ouranos resterait simple déchet. Sans la rupture du ciel, la mer resterait simple surface en fait. Leur rencontre crée quelque chose de radicalement neuf, l'amour qui unit et attire, ce qu'aucun des deux ne possédait en soi. Donc pour articuler les deux symboliques, Ouranos, c'est l'énergie primordiale, cosmique, infinie mais figée. La mer, l'élément réceptif, fluide, capable de transformer le céleste en vie incarnée. Vénus, Aphrodite, le fruit de la rencontre entre le potentiel arraché et l'accueil transformateur. On pourrait dire que dans ce mythe, la mer est le premier alchimiste. Elle transforme un acte violent et stérile en essence radieuse, inaugurant le principe d'attraction qui va structurer tout le reste du cosmos. Sans l'eau, le ciel reste sec, sans descendance vivante. Sans l'eau, il n'y a pas de lien, pas de beauté, pas de désir. Mais je reviens à Cronos qui, avec son acte indispensable mais cruel, met fin au règne d'Ouranos et devient lui-même le souverain du cosmos, régnant sur l'âge d'or des titans. Mais voilà, une prophétie lui annonce qu'il sera lui aussi détrôné par l'un de ses enfants. Alors, traumatisé par le sort de son propre père, sans doute aussi très culpabilisé par ce qu'il a fait, il sombre dans la paranoïa et choisit d'avaler ses descendants pour éviter le même destin. Le voilà donc qui répète exactement les mêmes erreurs que Ouranos. Rhea, la femme de Cronos, est enceinte de son 6e enfant, dans un contexte familial franchement toxique. Cronos a déjà avalé chacun des enfants de Rhea, Hestia, Déméter, Héra, qui deviendra la femme de Jupiter, Hadès, que nous connaissons mieux sous le nom de Pluton, et Poséidon, que nous connaissons mieux sous le nom de Neptune. Ils sont tous engloutis vivants et grandissent donc dans le ventre de Saturne. En astrologie, cela veut dire que Pluton et Neptune connaissent Saturne. Ils connaissent la limite aux choses. J'y reviendrai après. Rhea, désespérée, veut sauver au moins son dernier. Lorsqu'elle accouche de Jupiter, de Zeus, au lieu de le donner à Cronos, elle lui remet une pierre emmaillotée que Cronos avale, pensant avoir réglé l'affaire. Pendant ce temps, elle cache le bébé en Crète, dans une grotte secrète créée par sa mère Gaïa, et c'est là que Zeus passe une enfance absolument choyée et absolument protégée. Absolument tout lui est donné en abondance à Jupiter. Il grandit, il devient fort, rusé, audacieux et surtout conscient de l'injustice subie par ses frères et sœurs. Il fomente un plan avec Gaïa et surtout Métis, future mère d'Athéna, mais là je m'arrête sinon on y est encore dans une heure. Métis en tout cas lui donne une potion émétique pour forcer Cronos à vomir. Zeus comprend que pour asseoir son pouvoir et rétablir l'équilibre, il doit s'attaquer à la source du désordre, le ventre du père tyrannique, où sont prisonniers ses aînés. Il tend donc un piège à Cronos, il lui fait boire le breuvage et Cronos recrache un à un tous ses enfants, toujours vivants, d'abord la pierre, puis Neptune, Pluton, Héra, Déméter et Hestia. Ensemble, ils forment l'alliance qui va mener à la grande titanomachie, la guerre contre les titans. L'idée de Zeus n'est pas juste un caprice de héros, c'est une prise de conscience stratégique et morale. Il réalise qu'il ne peut pas bâtir un nouveau monde sans réparer les torts du passé, libérer les siens et renverser l'ordre oppressif instauré par Cronos. Cela fait de lui non seulement un libérateur, mais aussi le moteur d'une nouvelle génération où le collectif, la fraternité, la sororité, l'entraide, la solidarité sont absolument essentiels. Il aura lui aussi maille à partir avec les prédictions sinistres. J'y reviendrai sans doute dans une autre chronique, on reparlera de Métis et d'Athéna. Mais de facto, tous les personnages majeurs de la théogonie d'Hésiode, et puis des métamorphoses aussi, essayent de fuir les conséquences de leurs actions. Tous, toutes. Ils commettent des crimes et se cachent ou s'enfuient ou se persuadent qu'ils n'ont fait aucun mal, le fameux déni. Alors, bien sûr, ça nous ressemble inévitablement, ça nous ressemble furieusement, puisque ces récits ont été créés par nos aïeux, nos ancêtres, qui par nous en fait, et qui illustre chaque situation de nos vies à travers une déesse ou un dieu qui nous permet de mieux identifier ces états d'âme en nous-mêmes.
Et c'est exactement ce que fait l'astrologie, rien d'autre puisque toutes ces énergies sont articulées dans chacun de nos thèmes. Et tout cela pour présenter le face-à-face. Enfin, c'est pas un face-à-face puisqu'ils sont en carré, disons la nouvelle rencontre entre Jupiter en Cancer et Saturne-Neptune en Bélier. Alors Jupiter n'est pas seul puisqu'il est accompagné de l'un de ses fils préférés, Mercure, et Saturne est accompagné de Neptune. Alors, ce carré historique entre Mercure, Jupiter en Cancer et Saturne et Neptune en Bélier résonne profondément avec les archétypes mythologiques où les dieux de la parole, du savoir et de l'expansion, Mercure, Jupiter, rencontrent dans une tension brûlante les puissances du temps, de la structure avec Chronos et de l'idéal, de la mystique, de la dissolution aussi avec Neptune. Et cette rencontre a lieu dans un champ de bataille incarné par le bélier, signe du guerrier, du pionnier, de l'élan brut. Dans cette danse planétaire, Mercure et Jupiter en Cancer agissent comme Hermès et Zeus réfugiés non pas sur l'Olympe, mais au cœur du foyer, de la mémoire, de la famille, du clan. On ne cherche pas ici l'expansion extérieure, mais l'expansion affective, la transmission des histoires fondatrices, des sagesses maternelles, des récits qui protègent. C'est l'image de Hermès Mercure guidant les mots chargés d'émotions et de Zeus défendant la maison, le sanctuaire intérieur, les siens. Comme lorsque Zeus, enfant, était caché en Crète pour échapper à Chronos, protégé par Rhea. Saturne et Neptune en Bélier, eux, imposent une autre vibration, bien sûr. Saturne, dans ce signe de feu, ne tient plus les limites de l'ancien monde. Il veut, et doit d'ailleurs, restructurer l'identité brute, alors que Neptune s'infiltre, dissout, fait vaciller l'ego, l'action, la guerre. On a l'image ici du jeune héros, ou héroïne d'ailleurs, qui, comme Persée ou Psyché, doit se réinventer face à des forces qui brouillent ses repères, affrontant à la fois la rigueur du temps et les illusions. Concrètement, cette configuration peut générer des expériences intenses où l'on cherche à protéger un récit familial, culturel ou national, avec le cancer, à élargir la compréhension émotionnelle, à se connecter à des valeurs maternelles profondes, mais où en face, l'élan pionnier, l'action directe, le moi brut, se trouve freiné, ralenti, voire dissous par les responsabilités ou l'incertitude diffuse. Par exemple, une famille ou une nation qui veut transmettre son passé, ses valeurs protectrices, se heurte à une jeunesse brûlante mais déboussolée qui doit reconstruire un sens d'identité sur un terrain chaotique. Dans un autre registre, cela peut être une créatrice, un créateur qui puise son inspiration dans ses racines, mais affronte le vertige d'un monde où les repères héroïques s'effondrent. Un individu qui veut élargir sa compréhension émotionnelle, Mercure, Jupiter en Cancer, mais doit déconstruire une ancienne manière d'agir, une ancienne façon de prendre sa place. Saturne, Neptune en Bélier. Alors, les domaines les plus touchés par ce carré, ce sont les structures éducatives, familiales, nationales, Cancer, les initiatives personnelles, les élans individuels, les débuts, mais aussi la spiritualité, les religions et les cadres sociaux. Cela nous touche là où nous voulons nous sentir protégés et là où nous devons réinventer notre courage, en réconciliant une pensée tournée vers le passé et des forces qui nous poussent à abandonner l'ancien moi. Mercure-Jupiter veut raconter, préserver, transmettre. Avec Saturne et Neptune, on dit plutôt qu'il faut dépasser, déconstruire, traverser les illusions, brûler ce qui ne tient plus. L'enseignement central, c'est que l'expansion véritable ne peut venir que si l'on ose affronter le vertige du renouveau. Il ne s'agit pas de se barricader derrière des mémoires rassurantes, ni de se précipiter tête baissée dans un ego désorienté, mais de trouver un courage nouveau, un courage qui sait honorer les racines tout en acceptant l'érosion, le remodelage, la dissolution de ce qui fut. En résumé, ce moment astrologique nous dit, comme Jupiter affrontant Chronos, comme Psyché entrant en Hadès, nous devons trouver comment dépasser les récits anciens pour construire une identité neuve, nourrie, mais pas enfermée,
forte mais pas rigide, courageuse mais pas aveuglée. C'est un passage initiatique entre mémoire et action, expansion intérieure et dissolution extérieure qui exige de chacune de chacun qu'il devienne à la fois gardien et pionnier. La conjonction Mercure et Jupiter en Cancer amplifie une pensée nourrie d'émotions, de mémoire, d'héritage familial, d'imaginaire protecteur. Ici, l'intelligence et l'expansion ne cherchent pas à conquérir le monde extérieur, mais à élargir le cocon intérieur, à comprendre ce qui touche au foyer, à la lignée, à l'histoire intime, nationale, collective aussi bien sûr. On parle d'une pensée sensible tournée vers les racines qui cherche à éduquer, à transmettre, à protéger. Alors cela peut se traduire par écrire un livre de souvenirs familiaux, développer un projet éducatif à destination des enfants, monter une fondation pour la protection des personnes vulnérables, réinventer l'identité d'une nation autour de valeurs protectrices. L'énergie Cancer colore l'expansion intellectuelle et philosophique d'un fort besoin de sécurité, de mémoire et d'appartenance. Alors, le carré à Saturne-Neptune en Bélier, ça introduit une restructure d'identité brute. Ça cherche à imposer des cadres nouveaux, mais sur un terrain qui, par nature, refuse les limites. C'est donc une discipline forcée qui est appliquée à la pionnière, qui est appliquée au guerrier intérieur, à l'ego naissant. Neptune en Bélier, il dissout les vieux idéaux héroïques. Il va noyer les élans individuels dans un océan d'incertitude et de flou identitaire. Ensemble, Saturne-Neptune en Bélier travaillent à démolir les anciens modèles d'action, de volonté, d'affirmation, pour faire émerger une identité neuve, plus souple, mais non sans confusion ni douleur au départ, dans un premier temps. Le carré, c'est toujours un point de friction qui nous fait évoluer. D'un côté, une pensée Cancer qui veut rassurer, protéger, transmettre une mémoire, de l'autre, une énergie Bélier qui veut casser les vieux cadres, inventer du neuf, et qui se heurte pour le moment au vertige de l'inconnu. Alors nous pouvons assister à des générations jeunes qui refusent les récits sécurisants ou victimisants du passé familial national. Ça peut provoquer des ruptures intergénérationnelles. Ceci dit, ça ne fait pas que commencer. Et puis aussi, ce carré Jupiter-Saturne a commencé avant dans les Gémeaux et les Poissons. En tout cas, ce sont des tensions dans les débats politiques entre ceux qui veulent agrandir les systèmes sociaux pour protéger et ceux qui veulent déconstruire radicalement les formes d'action, même au risque du chaos. Alors à l'échelle personnelle, c'est peut-être qu'on ait envie de grandir, de penser plus large à partir de notre histoire, mais on peut se retrouver face à des blocages identitaires. Qui suis-je vraiment si je m'affranchis de mes origines ? Ou alors comment agir si mes anciens modèles sont dissous ? Alors, ça peut nous toucher dans nos foyers, dans notre maison, nos familles, sur les territoires sur lesquels on habite, où la mémoire est en expansion, mais doit faire face à des défis d'identité neuve. Nous pouvons aussi être impactés dans nos initiatives personnelles, nos nouveaux départs qui peuvent se heurter à des systèmes de pensée collectifs ou familiaux protecteurs, mais potentiellement enfermants. Et puis, on peut s'attendre à être impacté dans les sphères éducatives, politiques, religieuses, où la confrontation entre traditions sensibles et reconstruction radicale va vraiment secouer les cadres. Les enseignements de cette configuration sont super puissants, importants. Il ne suffit pas d'élargir la mémoire, de chérir le passé ou de construire des systèmes de protection émotionnelle. Il faut accepter de traverser une phase où notre identité elle-même est mise à nu, où notre identité est restructurée, parfois dissoute, pour renaître en fait. C'est une tension entre l'héritage et l'audace, entre l'expansion sensible et la reconstruction combative, entre ce qu'on croit savoir grâce à nos racines, et puis ce qu'on est forcé de réinventer sur un terrain vierge, brut, fragile. Bon, alors, le grand trigone entre la pleine lune en Sagittaire, Mars en Lion et Chiron en Bélier, ça ouvre quand même un très puissant courant de feu émotionnel, d'action enthousiaste et de guérison identitaire, justement. C'est une énergie qui offre une opportunité rare d'aligner ce qu'on ressent, ce qu'on ose et ce qu'on soigne en nous-mêmes. Ce trigone touche des expériences où l'on retrouve foi en ses élans,
Par exemple, décider de reprendre une pratique artistique ou sportive après s'être longtemps censuré par peur de l'échec, de vivre un moment d'enthousiasme partagé en groupe qui va raviver notre joie d'être ensemble, ou encore partir en voyage ou s'inscrire à une formation qui reconnecte au plaisir d'apprendre et d'explorer tout en gagnant en confiance. Les domaines qui sont touchés ici, c'est clair en fait, c'est la sphère émotionnelle où on ressent un besoin de liberté et d'authenticité, la sphère créative, très très forte cette sphère-là, et dynamique où il s'agit de poser des actions visibles et rayonnantes, et puis la sphère intime, des blessures passées où l'on peut doucement dépasser les vieilles peurs liées à l'affirmation de soi. L'enseignement majeur ici, c'est qu'on ne guérit pas en restant dans sa zone de confort, mais en embrassant l'action sincère, l'expression créative et les émotions franches. Ce trigone nous montre que c'est en osant dire oui à la vie, avec ses risques et ses imperfections, qu'on transforme nos blessures en force, qu'on réanime notre feu intérieur et qu'on ouvre des chemins nouveaux portés par l'élan du cœur. Alors la pleine lune en Sagittaire par maison astrologique, je sais que vous aimez bien ce petit chapitre-là. Si la pleine lune en Sagittaire tombe dans votre maison 1, eh bien elle éclaire notre rapport à nous-mêmes. Nous ressentons un besoin fort d'affirmation, de liberté, d'aventure, mais l'opposition à Jupiter en Cancer en maison 7 nous rappelle que l'autre, le partenaire, a aussi besoin de sécurité et d'attention. L'expérience concrète, c'est de vouloir partir explorer de nouvelles choses sans délaisser l'engagement relationnel. Il s'agit d'équilibrer entre notre individualité et les besoins du couple, du partenariat. Si la pleine lune tombe dans notre maison 2, elle touche nos finances, nos valeurs, notre rapport à la possession. Nous pouvons élargir nos ressources, investir, tester de nouveaux talents. Mais Jupiter en maison 8 évoque des enjeux de partage, d'intimité et puis de dette aussi. Il s'agit ici d'élargir nos revenus ou nos compétences sans perdre l'équilibre dans les échanges matériels ou affectifs profonds. L'enseignement, c'est grandir sans perdre la conscience des liens et des engagements invisibles. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 3, elle active la communication, les apprentissages, le voisinage. On peut s'ouvrir, échanger, voyager localement, apprendre de nouvelles choses. Jupiter en maison 9 va inviter à ne pas se disperser et à rester connecté avec ses grandes valeurs, à ses croyances fondamentales. L'expérience ici, c'est d'équilibrer curiosité immédiate et quête de sens supérieur. Apprendre et bouger, mais en gardant un cap spirituel. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 4, c'est le foyer, les racines, la famille. On va ressentir un besoin d'élargir notre espace intime, de découvrir autre chose dans notre vie privée. Jupiter juste en face va montrer que nos responsabilités publiques, professionnelles, appellent aussi notre attention. Ici, il s'agit de jongler entre l'exploration intérieure et les obligations extérieures. Il faut savoir nourrir nos bases pour mieux briller à l'extérieur. Si la pleine lune en Sagittaire tombe dans notre maison 5, c'est l'amour, la créativité, les plaisirs personnels. On veut s'amuser, on veut créer, on veut vibrer. Jupiter en face nous rappelle l'importance des amis, des projets collectifs, des engagements envers les autres. Il s'agit ici de ne pas sacrifier nos désirs personnels au groupe, ni l'inverse, de trouver l'harmonie entre plaisir personnel et la contribution collective. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 6, la pleine lune éclaire ici notre quotidien, notre travail et notre santé. Nous voulons changer de rythme, nous ouvrir à de nouvelles méthodes. Jupiter en face en 12 nous demande d'écouter aussi nos besoins profonds de repos, de lâcher prise et de guérison intérieure. Il s'agit de bouger sans s'épuiser, de progresser sans nous oublier et d'être dans une efficacité extérieure qui passe d'abord par le soin intérieur. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 7, ce sont nos relations qui prennent le devant de la scène, avec des désirs d'expansion, de nouvelles rencontres. Jupiter en face rappelle que l'on doit rester fidèle à soi-même, à notre besoin de sécurité personnelle. Explorer le lien sans nous perdre, aimer sans renier qui nous sommes. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 8, ce sont les profondeurs intimes qui sont activées. Transformation, sexualité, partage matériel, héritage. On peut explorer, guérir, aller plus loin dans l'intime. Jupiter en face nous ramène à la gestion concrète, à nos propres valeurs. Il s'agit ici de plonger sans nous noyer, de se transformer sans perdre notre ancrage matériel.
Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 9, ce sont les voyages, les croyances, l'expansion spirituelle qui sont au cœur de cette énergie. On veut explorer, partir, élargir nos horizons. Jupiter en face nous rappelle de ne pas oublier les échanges concrets, les savoirs proches, les petits apprentissages. Ici, il s'agit de ne pas voler trop sans parler aux gens autour, d'unir le grand et le petit, le lointain et le proche. Si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 10, il s'agit de notre carrière, notre image publique qui s'illumine. On veut prendre des risques, viser plus haut. Jupiter en face nous rappelle qu'il faut aussi protéger notre base, nos émotions, notre foyer. Il s'agit ici de grandir publiquement sans nous couper de notre cœur intime, réussir dehors sans se perdre dedans. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, ce sont les projets collectifs, les réseaux, les amitiés qui sont sollicités. On veut s'impliquer, on veut ouvrir des voies nouvelles avec les autres. Jupiter en face rappelle l'importance de notre expression personnelle, de nos passions. Il s'agit de contribuer sans s'effacer et de partager sans renier ses propres feux créatifs. Enfin, si la pleine lune en Sagittaire a lieu dans notre maison 12, le monde invisible, l'intériorité, les zones d'ombre et de repli sont éclairées. On peut ressentir un besoin d'explorer nos profondeurs. Jupiter en face nous pousse à rester connectés à la réalité quotidienne, aux soins du corps, au travail concret. Ici, il s'agit de ne pas fuir dans l'abstraction, mais de guérir spirituellement tout en honorant notre quotidien. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème pour les 12-18 mois à venir, pour une révolution solaire si c'est votre anniversaire ou une synastrie, n'hésitez pas à me contacter sur mon site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. N'hésitez pas non plus cet été, si vous avez le temps, à lire ou relire La Théogonie d'Hésiode, les Métamorphoses d'Ovide, ou encore l'Âne d'or d'Apulée, où on va découvrir les périples de Psyché. Ce sont des récits absolument passionnants, où l'on se retrouve, où l'on retrouve les symboliques d'épreuves souvent d'ailleurs assez personnelles. Dans tous les cas, ce sont des voyages qui sont très très nourrissants. Ou si on n'a pas le temps de lire, j'ai eu le plaisir d'échanger sur cette série avec certaines d'entre vous, on peut découvrir ces histoires dans la série documentaire Les Grands Mythes, qui a été créée par Arte, ou qui a été initiée par... en tout cas, qui a été initiée par François Bunel, qui anime aussi La Grande Librairie, et qui est également le narrateur des épisodes. L'illustration de la série, elle mêle des animations originales et puis il y a un super choix iconographique et issu d'histoire de l'art. On retrouve des œuvres de Botticelli, de Picasso, de Goya, de Klimt, j'en oublie forcément. Et puis la magnifique conception des dessins qui est faite par Juliette Garcia. Enfin, c'est une série qui offre vraiment une exploration captivante de la mythologie grecque en combinant narration, animation et art classique pour donner vie aux récits des déesses, des dieux, des héros, des héroïnes antiques. Je suis très fan de cette série que nous pouvons voir avec nos enfants en plus, pas forcément les plus petits, parce que ça fait parfois, c'est un petit peu impressionnant. Mais en tout cas, elle vaut le détour. Voilà, eh bien je vous souhaite une magnifique pleine lune. Faites un exercice de visualisation positive avec cette belle pleine lune en Sagittaire. Et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.